Ah oui, non, mais ça peut l'Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires, l'Alliance ALTA, avec ma collègue ici présente Héloïse Descamps de Solagro, qui porte administrativement et financièrement l'Alliance ALTA, avec également le soutien de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Donc on est ensemble jusqu'à 12h30 pour parler la perception des Français et des Françaises des sujets d'agriculture et d'alimentation dans l'optique d'engager davantage et plus largement en faveur des transitions. Et on aura pour cela la chance d'avoir des retours sur les études récentes de Parlons Climat avec Damien Caron. Donc l'enregistrement est lancé, c'est parfait. On va commencer par une petite présentation d'Alta rapidement et laisser ensuite la parole à Damien pour faire effectivement donc un petit état des lieux sur les représentations de l'opinion publique, les représentations pardon, des mondes agricoles par l'opinion publique et également des transitions alimentaires, comme je disais, avec l'angle par l'entrée par les familles de valeurs dont Damien pourra nous parler. Et puis, qu'est-ce que ça pose comme question, qu'est-ce que ça engendre comme proposition en termes de communication? Comment est-ce qu'on adapte un peu nos messages à ces enjeux-là? Voilà, puis on aura un petit temps à la fin de discussion, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat plutôt que d'utiliser l'onglet questions-réponses. Comme ça, tout le monde peut voir les questions, ce sera plus simple et puis on les relèvera dans ce temps de discussion. Donc n'hésitez pas à les poser avant de les oublier. Donc cet atelier est enregistré, voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc l'Alliance ALTA, c'est une alliance qui a été lancée en septembre 2022 à l'initiative d'une trentaine d'organisations qui depuis a bien grandi puisque elle se compose aujourd'hui de 90 alliés qui sont signataires de la charte ALTA. Vous pouvez découvrir cette charte sur le site de l'Alliance, voilà, qui pose un peu les ambitions collectives de cette alliance. Et puis plus de 600 structures qui gravitent aujourd'hui, qui suivent les actions et les actualités de l'Alliance, comme les ateliers, comme aujourd'hui. Derrière l'équipe opérationnelle donc, qui est composée d'Héloïse Descamps et de moi-même, on a le soutien de plein de monde, dont un comité d'orientation stratégique notamment, qui se compose d'une vingtaine de structures que vous pouvez aussi retrouver sur le site Alta. Et un comité de pilotage qui se compose de Solagro, la chaire UNESCO Alimentation du Monde, de la ville de Montsartou, et puis aujourd'hui de quelques nouveaux arrivés du Secours catholique Caritas France et de la collectivité Eau du Bassin Rennais. Donc le portage, je le dis tout à l'heure en introduction, mais le portage de l'Alliance est assuré par Solagro. Voilà, et nous avons quatre partenaires qui soutiennent aujourd'hui financièrement le projet, et vous avez leur nom en bas de la page. Donc l'Alliance ALTA s'est lancée à la base, donc juste pour recontextualiser un peu aussi cet atelier, avec deux objectifs principaux, dont l'objectif ultime, disons, c'est l'appui aux actions et aux projets des acteurs engagés sur les territoires, faciliter le passage à l'action. Donc, ceci en s'appuyant sur deux piliers principaux qui sont la création d'un espace d'échange et de coopération pour faciliter ces dialogues, cette montée en compétences collectives, savoir qui fait quoi, où, comment, avec quel levier, ressources, etc. Mutualiser un peu tout ça et faire de l'interconnaissance. Et puis valoriser toutes ces ressources, informations, connexions pour appuyer les plaidoyers à l'échelle nationale, renforcer l'action de celles et ceux qui portent ces plaidoyers à l'échelle nationale, pouvoir à la fois faire remonter les revendications des territoires vers le national et également être une chambre d'écho, disons, des plaidoyers nationaux à l'échelle des territoires. Et la première grande action qui a été lancée par l'Alliance, c'est vraiment dans cet objectif de répondre à l'urgence des transitions agricoles et alimentaires, notamment l'évolution de nos comportements alimentaires
en prenant un peu le contre-pied du narratif dominant de l'individu responsable de ses choix, le consommateur, en se disant: «Ben, en fait, non, il y a, plein de facteurs dans nos environnements alimentaires qui influencent, les choix nos choix de consommation et donc c'est par là qu'il faut un peu prendre le problème». Donc là, on parle, à la fois des environnements, géographiques et physiques, qui qui sont en fait les facteurs qui déterminent l'accessibilité donc physique des produits alimentaires, donc un peu, tout le maillage territorial. Aussi les caractéristiques de l'offre, donc qu'est-ce qui est produit? Comment est-ce que c'est commercialisé? De quelle qualité, sont les produits? Quelle est l'offre de restauration sur mon territoire et cetera. Ça, c'est l'environnement géographique et physique. L'environnement économique également qui est, qui touche aux questions d'accessibilité donc économique de ces produits par le prix, et également, les enjeux autour de la précarité alimentaire. Hem et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est ce troisième environnement alimentaire, l'environnement socio-culturel, donc qui sont les facteurs qui déterminent, aussi la désirabilité des produits alimentaires, donc aussi tout ce qui tourne autour des normes, des représentations sociales, qui sont liées à l'alimentation. Donc que ce soit, l'éducation, la sensibilisation, mais aussi le marketing, la publicité et cetera. Heu, on sait que les transitions agricoles et alimentaires, elles touchent à l'intime, donc c'est particulièrement, important de comprendre comment est-ce qu'elles sont perçues par l'opinion, quels sont les blocages, heu pour aussi déjouer des risques de polarisation de la société sur ces questions et de pouvoir, construire ensemble des coopérations, et embarquer plus largement autour de nos valeurs et d'intérêts communs. Donc c'est pour ça qu'on a aussi souhaité, qu'on était vraiment ravis de ce partenariat avec Parlons Climat aujourd'hui, mais qui n'est pas le premier, puisque en fait tous ces travaux de l'Alliance Alta autour des environnements alimentaires, hem sont le résultat d'un programme d'action là, sur ces 2 dernières années où, plusieurs ateliers ont été, organisés, et donc avec, Parlons Climat notamment, on a pu organiser ensemble un atelier sur, le rapport des agriculteurs, à la transition écologique, pour déjouer aussi un petit peu des des a priori, et aussi le rapport des Français à la consommation de viande spécifiquement. Donc vous pouvez retrouver tout ça aussi sur le site d'Alta. Ces 2 dernières années ont été aussi l'occasion de faire un état des lieux, collaboratif de tout ce qui existait, donc ce que je disais tout à l'heure, qui fait quoi, où, comment, un peu, ce panorama d'initiatives. Et donc ces travaux s'appuient aussi sur, des expérimentations au sein de l'Alliance, notamment avec 5 porteurs de projets pilotes, qui ont été suivis, plus précisément, par, l'équipe d'animation pour essayer de faire remonter et de repartager, leur, retour d'expérience et donc tout ça se retrouve dans, la une boîte à outils qui a été, lancée récemment, il y a quelques semaines, par, l'Alliance Alta, où on peut retrouver, plus de 200 initiatives, les 35 leviers d'action qui jusque-là ont été identifiés pour faire évoluer les environnements alimentaires et tout plein de ressources. Donc on vous partagera le lien vers cette boîte à outils, dans un second temps, mais tous les ateliers sont aussi, à retrouver, dans cette boîte à outils. Hem, voilà et donc voilà, juste pour vous faire un petit panorama de comment cet atelier s'inscrit dans le programme d'action d'Alta. Et donc on est vraiment ravis aujourd'hui de pouvoir, accueillir cet atelier de Parlons Climat, pour creuser un petit peu ces questions de rapport des Français à l'agriculture et l'alimentation. Donc Damien, si ça te convient, je vais arrêter le partage d'écran et puis je vais te laisser prendre, la suite. Si Héloïse, je vois pas les aventuriers qui sont dans le chat, mais s'il y a des questions, sur, cette première petite introduction, on peut aussi les prendre rapidement avant. Pas à ce stade. OK, très bien. Alors j'arrête le partage et je te laisse Damien, partager ton écran. Très bien, merci beaucoup Alizé. Vous voyez bien mon écran là? Et est-ce que vous voyez que ça défile ou pas? Non, ça Pas défile pas. encore. OK. Hem, merci Alizé, merci Héloïse et merci pour l'invitation et m'avoir proposé d'organiser ce temps avec vous. Hem,
on va parler aujourd'hui des leviers pour engager les Français, enfin les gens, sur les questions d'agriculture, d'alimentation, et notamment voilà, comment on les engage vers des, des points de vue et des comportements ou des initiatives plus durables dans ces secteurs-là. Juste très rapidement, moi je fais, donc aujourd'hui voilà, on va parler des enseignements généraux issus de nos différentes études, mais surtout on va entrer euh, dans un, dans une vision un peu plus granulaire pour essayer de comprendre euh, comment adapter son message en fonction des différents types de profils qu'on a identifiés dans la société française. Donc, on va vraiment être dans une posture vous allez voir à la fin, je vais vous proposer des angles, des pistes d'action pour aller parler à différents types. Alors, évidemment, à différents types de Français. Évidemment, c'est à chaque fois, il faut bien, on est sur on va être sur 6 grands types. Il y a évidemment euh, des nuances à apporter, mais c'est un peu la perspective de cet atelier. Et puis, je vais laisser du temps de discussion parce que je pense que c'est important de vous partager des choses, mais c'est aussi important de répondre à vos questions et qu'on nourrisse aussi une discussion de tout ce que je vais vous présenter sur euh, des initiatives que vous pourriez porter dans votre échelle, des discussions que ça pourrait faire émerger entre vous. Euh, juste que vous compreniez un peu d'où je me place, moi je fais partie d'une organisation qui s'appelle Parlons Climat, qui est une association qui part un peu de ce constat-là que finalement la transition écologique et toutes les mesures qui l'accompagnent n'est pas une préoccupation majeure pour 70% de la population française. C'est vraiment notre point de départ. Et ce qui fait nous dire que bah voilà, il y a une partie de la population chez qui il faut essayer de comprendre les leviers pour créer plus d'engagement, pour que l'écologie devienne plus dominante. Et l'écologie et toutes ces mesures au sens très large. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé notamment aux questions d'adhésion aux transitions agricoles, aux transitions alimentaires, notamment comment on va vers le moins de viande, vers le plus d'alimentation, etc. Et comment on sort aussi d'une vision d'une écologie qui pourrait être perçue comme dominante par certaines catégories de population. Donc nous, notre manière de faire, et c'est ce qu'on a fait sur ces questions d'agriculture et d'alimentation, c'est d'abord comprendre l'opinion. Donc on fait des études, etc. On organise des rencontres on fait des focus group, des entretiens avec des gens, et on en tire des enseignements qui nous servent du point de vue de la communication, vu que ça nous permet d'élaborer des stratégies de communication, de définir des messages mieux adaptés à de nouvelles cibles, de nouveaux publics pour, à conquérir sur ces enjeux de transition. Vraiment, l'ambition de ça, c'est de sortir de nos bulles militantes. Euh, Ce qu'on constate, c'est on reste sur une écologie enfin, comment dire, le discours écologique, il a trop tendance, le discours environnemental a beaucoup tendance à être porté par un cercle militant qui a du mal à comprendre euh, les perceptions des gens qui ne sont pas forcément militants et engagés. Donc l'idée, c'est de se faire sortir notre communication de notre bulle. Peut-être, au lieu de parler de carbone, parler de choses qui sont plus parlants, au lieu de parler de bio, peut-être trouver des manières plus familières de parler d'alimentation. Euh, c'est dans ce contexte qu'on a étudié le rapport des Français aux questions agricoles et alimentaires. Donc, on a fait 3 trucs. Cali, Canti, Reco, c'est des petits raccourcis comme ça, mais Cali, en gros, Cali, c'est comment dire, des entretiens qualitatifs, des discussions avec des groupes de personnes qu'on a fait parler pendant 2 heures, 3 heures sur les sujets d'agriculture, d'alimentation pour essayer de comprendre voilà, quels étaient les mots qui mettaient derrière l'agriculture et l'alimentation et ce que c'est une bonne agriculture et ce que c'est une bonne alimentation. Ça nous a permis de construire un questionnaire qui nous a permis de faire un sondage qu'on a fait auprès de 2000 personnes en mai dernier, un sondage représentatif de la population française en métropole, je le précise. Et ce travail d'études qualitatives et quantitatives, ça nous a permis de produire des recommandations que je vais vous partager aujourd'hui, notamment sur les freins et leviers en communication pour faire avancer les transitions agricoles et alimentaires auprès des Français. Je commence par les enseignements généraux et je t'ai dit au lieu de enfin, on pourrait faire un petit exercice là, peut-être commencer par vous poser des questions avec un petit quiz agricole alimentaire. La première question, c'est aujourd'hui en France, quel est le pourcentage de personnes qui déclarent que l'agriculture est respectueuse de l'environnement et de la biodiversité? Donc, vous écrivez 1 dans le chat si vous pensez que c'est 35% des Français, 2 si vous pensez que c'est 57%, 3
Si c'est 21%, 4, 72% des Français. Je vois beaucoup de chiffres différents. Il y a des bonnes réponses, beaucoup de bonnes réponses. En effet, c'est 57% des Français qui considèrent que l'agriculture est respectueuse de l'environnement. L'opinion est plutôt partagée sur le sujet. Euh, Parce que voilà, il y a aussi il y a l'imaginaire effectivement positif, hein, qui peut être parfois voilà, de l'éleveur en plein air, respectueux de son environnement, etc. Mais il y a aussi en tête chez les gens le côté pesticide, le côté élevage industriel, etc. Qui fait qu'il y a la nuance sur ce lien agriculture et environnement. Après, on verra qu'il y a des nuances encore en fonction des différentes populations. Par, par contre, c'est pas parce qu'il y a enfin, comment dire, c'est pas parce qu'il y a cette opinion partagée qu'il y a forcément une mauvaise opinion de tous les agriculteurs. D'ailleurs, c'est la question suivante. Euh, Selon vous, quelle est la part des Français qui ont une mauvaise image des agriculteurs? Est-ce que c'est plutôt 52% des Français qui ont une mauvaise image et que ça serait cohérent avec ce chiffre lien agriculture-environnement? Est-ce que c'est plutôt 92% des Français qui ont une mauvaise image, ce qui serait terrible? Euh, Est-ce que c'est 72% des Français ou 32% des Français qui ont une mauvaise image? J'ai lancé une petite question sondage, Damien. J'ai vu, ouais, j'ai vu. Bon, l'idée, c'est de le faire rapidement dans le chat. Là, je vois que voilà, vous êtes plutôt 32% à dire que les Français, que les agriculteurs ont une mauvaise image auprès des Français. C'est en effet le chiffre le plus bas. Et en effet, les agriculteurs ont une très bonne image auprès des Français. Euh, donc, il n'y a que 8% de mauvaise image. Donc, je vous avais même pas mis la bonne réponse. Mais en revanche, il y a 90% d'images positives des agriculteurs, voilà, au sens très large. Et ça concerne vraiment tous les Français. Si on regarde en fonction des hommes, des femmes, des urbains, des ruraux, de ceux qui mangent de la viande, de ceux qui en mangent pas, de ceux qui sont préoccupés par l'environnement ou non, tout le monde est autour de ces 92%. Donc c'est assez massif. C'est une des professions c'est une des professions préférées des Français. Après, question suivante, est-ce que est-ce que cet attachement, il est, comment dire, il est équivalent pour chaque type d'agriculteur? C'est moins le cas. En fait, on observe qu'en fonction de si on pose une question sur un éleveur, sur un maraîcher, un apiculteur, etc., on va avoir un niveau de sympathie beaucoup moins important pour les éleveurs, par exemple, pour des grands céréaliers, alors que pour un apiculteur, un maraîcher, qui sont des gens qui ont qui sont des gens avec lesquels les gens, les Français, les consommateurs interagissent plus régulièrement. On remarque qu'apiculteurs maraîchers, ce sont les deux professions agricoles et de spécialités agricoles qui ont la meilleure image. Il y a vraiment cette notion de proximité qui est hyper importante à comprendre pour, euh, pour, pour, euh, pour bien comprendre le rapport des Français aux agriculteurs. Euh, Typiquement, apiculteurs et maraîchers, on les voit sur les marchés, ce qui est moins le cas d'un éleveur ou d'un céréalier. Euh, Il y a un point important à voir aussi sur les agriculteurs bio, ils n'ont pas forcément une meilleure image que les agriculteurs conventionnels. Ils ont une bonne image à 75%. En revanche, voilà, les conventionnels ils ont aussi une bonne image à 73%. Ce qu'on voit, et ce qui est intéressant, c'est que plus on est concerné par le changement climatique, plus on se dit concerné par le changement climatique, plus on va avoir une image positive des agriculteurs bio. Donc il y a vraiment un effet assez intéressant là-dessus. Et c'est très spécifique à cette enfin, ces types d'agriculteurs, si vous voulez. Maintenant qu'on a vu un peu voilà, le rapport des Français à l'agriculture et au climat, le rapport des Français aux agriculteurs et à différents types d'agriculteurs et d'agriculture, je voulais vous poser la question de, selon vous, lequel des quatre modèles suivants est plébiscité par les Français? Est-ce que c'est un modèle productif et compétitif qui va vers qui prône une révolution technologique de l'agriculture pour assurer de meilleurs rendements et de meilleures conditions de travail dans le secteur agricole? Ou bien est-ce que c'est un modèle local et responsable, cherchant à assurer le redéveloppement de petites exploitations familiales assurant la souveraineté alimentaire locale?
Est-ce que c'est plutôt un modèle écologique et sans pesticides, avec la généralisation d'une agriculture écologique sans pesticides pour protéger la biodiversité? Ou est-ce que c'est plutôt un modèle adapté aux nouveaux modes de consommation, avec des nouvelles spécialités agricoles adaptées au régime alimentaire du futur, entre guillemets, à faible impact sur l'environnement, donc plus de légumes et de protéines végétales, etc. Voilà, je vous laisse encore une fois quelques secondes pour répondre. Et après, je vous donnerai la réponse. Les réponses. On a plusieurs choses à dire, évidemment, là-dessus. Donc, je vois beaucoup de 4. Adapté à la consommation. Ou alors, est-ce que c'était la question précédente? Je pense que c'était la question précédente. Ah non. Ouais. Ah oui, non, beaucoup de 2. Oui, bah voilà, vous avez raison. C'est un modèle local et responsable. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le modèle écologique et sans pesticides, il intervient quand même en deuxième position à 41%. Quand on demande aux gens qu'est-ce qui serait pour vous le futur souhaitable pour le futur de l'agriculture, euh, ce modèle écologique arrive en deuxième position. Ça nous dit deux choses en fait, ce résultat. Bon, le premier, local et responsable, ça fait le lien avec ce que je vous disais juste avant sur le lien avec les maraîchers, le lien avec les apiculteurs, qui sont des gens qui ont une bonne image parce que c'est des gens avec lesquels on peut interagir localement au marché ou voilà. Euh, le modèle écologique et sans pesticides, il dit autre chose. Alors même qu'on a vu que bon, les agriculteurs bio n'étaient pas forcément ceux qui avaient la meilleure image, ce qu'on voit aussi dans l'opinion, c'est que dès lors qu'on va parler de pesticides, d'impact très concret de l'agriculture, de certaines pratiques agricoles en fait sur l'environnement, que ce soit pollution, pesticides, etc., il y a de l'engagement. Et quand on demande aux Français, est-ce que vous seriez prêts à payer plus cher votre alimentation si l'agriculture était bio? Et si on pose la même question, est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher votre alimentation si l'agriculture était sans pesticides? On a beaucoup plus de gens qui vont vers le sans pesticides. Donc voilà, ce besoin d'incarner les choses de manière très concrète, beaucoup plus que via des labels en fait. Et ça, c'est un point important à souligner. Euh, euh, pardon. Encore une fois, on a cet effet climat, enfin cet effet préoccupation environnementale sur le soutien au modèle écologique. Plus on est concerné, plus on se dit concerné par le changement climatique, plus on va avoir tendance à soutenir ces modèles écologiques. Question suivante, et elle va porter plutôt sur les questions d'alimentation. Euh, et ça va être assez intuitif probablement par rapport à ce que je viens de vous dire, mais qu'est-ce que les Français déclarent avoir changé dans leurs habitudes alimentaires ces 2 dernières années? Sachant que nous, on a posé la question en 2024, on la repose régulièrement, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses. Est-ce que c'est d'abord une transition vers plus d'achats directs aux producteurs? Est-ce que c'est une transition alimentaire vers plus de produits de saison? Est-ce que c'est une transition alimentaire vers plus de produits bio? Ou est-ce que c'est une transition alimentaire vers plus de produits locaux? Pareil, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Normalement, je vous ai donné des petites pistes, quand même, dans mon introduction, dans les slides précédentes, qui pourraient vous mettre sur la voie. Mais il y a un piège. Je vois donc choix 4, consommer plus de produits locaux. En effet, c'était toutes les pistes que je vous avais données, plus de produits locaux. Euh, Plus de produits locaux, c'est 74% des Français. Donc, c'est pas ça. Ce qui est le plus gros facteur de transition, pardon, c'est plus de produits de saison. Euh, et c'est intéressant parce que ça fait le lien avec beaucoup de choses qu'on nous a dit en focus group, dans les discussions qu'on a pu animer, de bah ouais, en fait, ma tomate, évidemment que je vais pas l'acheter en hiver, c'est absurde, etc., etc. Ou mon raisin, bah, j'attends pas à en manger au printemps. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du bon sens qui s'est installé ces dernières années, qui fait que beaucoup plus de gens déclarent avoir fait une transition alimentaire vers plus de produits de saison. Après, les produits locaux, on voit que c'est quelque chose vers lesquels les gens se sont aussi beaucoup tournés ces 2 dernières années, 74%, mais c'est pas ce qui est majeur. Ce qui est intéressant de voir, c'est les deux entre les deux, là. Plus de plats faits maison, plus de fruits, légumes et légumineuses, plus de plats faits maison. Il y a un effet aussi pouvoir d'achat qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont, notamment les personnes déclarant des difficultés en fin de mois, qui sont tournées vers ces modes de consommation. Et plus de fruits, légumes et légumineuses, c'est probablement un effet viande, euh,
parce qu'il y a cette communication qui s'installe quand même depuis 2020, depuis quelques années, hein, sur le fait qu'il faut consommer moins de viande et donc il faut aller faire plus de fruits, légumes et légumineuses, notamment pour des raisons de santé et des raisons environnementales. On voit que c'est quelque chose qui émerge assez fortement. Intéressant aussi de voir que le moins de viande, il y a quand même une majorité de Français qui déclarent manger moins de viande ces dernières années. Donc il y a quand même quelque chose d'acquis là-dessus. En revanche, la transition vers les produits bio, bah, elle se trouve assez bas et elle se trouve même en dernière position de ces transitions alimentaires. Ça rejoint un point que je vous disais tout à l'heure. En principal motivateur de ces changements, ce qu'on voit en général, c'est beaucoup la santé qui motive une transition beaucoup plus que d'autres, d'autres facteurs. En revanche, sur les produits de saison, on voit que la motivation environnementale, elle a un vrai, elle a un vrai, elle a un vrai, elle est presque aussi forte que la motivation santé, hein, si vous voulez, sur ce graphique-là. Sur les plats faits maison, par exemple, on voit que c'est très majoritairement l'effet santé, puis l'effet financier. Et enfin, sur les fruits, légumes et légumineuses, massivement l'effet santé. Évidemment, le côté local, pour consommer local, toujours ce côté, bah, en fait, je le fais pour soutenir le producteur. D'ailleurs, dans le sondage qu'on avait fait, on avait posé des questions sur les soutiens pour mobilisation des agriculteurs de l'hiver dernier. Euh, on avait relevé un très haut niveau de soutien et de compréhension de la lutte des agriculteurs, qui nous a fait voir qu'il y avait beaucoup d'empathie vis-à-vis des conditions de vie des agriculteurs, ce qui explique aussi le fait que beaucoup de gens, de plus en plus de gens, se tournent vers le local. Pas forcément le local sans pesticides, mais le local parce que je soutiens le producteur du coin, que je connais par ailleurs. Voilà. Dernière question. Quelle part des Français disent avoir une très mauvaise opinion des végétariens? Euh, Est-ce que c'est 50% des Français qui ont une très mauvaise, alors je dis bien très mauvaise opinion des végétariens? Est-ce que c'est 25%? Est-ce que c'est 18%? Ou est-ce que c'est 7% des Français, pour la quatrième réponse, qui déclarent avoir une très mauvaise opinion des végétariens? Donc je vois, voilà, choix 3, choix 4, 7% et 18%. Donc on est plutôt sur une bonne réponse pour tout le monde, hein. 7% des Français ont une mauvaise image, ont une très mauvaise image des végétariens. Pourquoi je vous dis ça? Pour dire aussi que quand on parle de transition alimentaire et quand on parle de manger, on parle beaucoup de manger moins de viande. Et quand on parle de manger moins de viande, tout de suite, le climat, le débat médiatique, il y a une tendance un peu à la crispation autour de ce sujet-là. Or, on voit que dans l'opinion, il n'y a pas vraiment de crispation sur le fait de manger végétarien ou pas. Il y a beaucoup ce truc de, bah, en fait, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas à moi de dire qui doit manger quoi. Mais de la même manière, personne n'a à me dire ce que moi je dois manger. Donc attention à prendre aussi avec des pincettes ce chiffre-là. Voilà. Juste se dire que manger végétarien n'est pas clivant, ça pose de problème enfin, ça pose de problème comment dire, à personne que certaines personnes choisissent d'être végétariens. Et même c'est quelque chose qui est compris, hein, beaucoup pour des raisons de santé et de bien-être animal notamment. Euh, Regardons un peu qui sont les gens qui ont une très mauvaise image des végétariens. Euh, ça permet aussi ça nous permettra aussi de dresser un profil des gens, en tout cas sur ce genre de discours, des publics à aller conquérir, en fait, d'une certaine manière. D'abord, ce qui n'est pas déterminant, et c'est l'effet catégorie socio-professionnelle. Donc en fait, en fonction de si on est ouvrier ou cadre supérieur, on n'a pas une moins bonne ou une meilleure image des végétariens que les autres. Donc, pareil, en fonction de si on est rural ou urbain, il n'y a pas de vraie différence sur le sujet. De la même manière, il n'y a pas d'effet diplôme. Si on est enseignement supérieur ou pas, il n'y a pas de plus ou moins bonne image des végétariens. Donc c'est pas, je mets ça parce que c'est pas quelque chose qui est vécu comme un symbole de bobo parisien. En fait, il n'y a pas de rejet du bobo parisien qui mange végétarien en fait et qui est surdiplômé, etc. Euh, c'est ce que ça nous c'est ce que ça nous raconte ces chiffres-là. En revanche, ce qui fait une différence, c'est d'une part l'âge. Les plus âgés ont une moins bonne image, une moins bonne opinion des végétariens. Le genre. Les hommes sont davantage à avoir une très mauvaise image et une très mauvaise opinion des végétariens. D'ailleurs, c'est des personnes moins engagées dans leurs conditions alimentaires veulent le moins de viande, les hommes. La politique, les végétariens ont une moins bonne image à droite qu'à gauche.
De la même manière, sur manger moins de viande, il y a un effet droite-gauche assez important quand même, et voilà, qui est très présent. Et la préoccupation pour l'environnement et l'environnement. Meilleure est l'image qu'on a des végétariens, et à l'inverse, moins on est préoccupé par ces sujets-là, moins est bonne l'image qu'on a des végétariens. Donc voilà, comme je vous disais avant, il n'y a pas de facteur social sur la mauvaise opinion des personnes qui mangent moins de viande. En revanche, il y a un effet opinion, enfin presque politique si vous voulez, et genre et classe d'âge. Voilà pour ce tour d'horizon plutôt voilà, que j'essaie de rendre un peu interactif. J'espère que ça, on verra si ça a marché dans vos retours. Je voudrais maintenant vous parler, une fois qu'on a regardé un peu dans les grandes lignes, ok, voilà, comment, quelle est la relation des Français aux questions agricoles, aux questions alimentaires, la question de la durabilité de tout ça. C'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe par groupe de population. Alors, pas par tranche d'âge, justement, parce que ça ne nous permet pas de formuler des vrais messages en communication qui rassemblent, mais par famille de valeurs. Les familles de valeurs, c'est une méthodologie que nous, on utilise beaucoup à Parlons Climat, qui consiste en une segmentation qui a été élaborée par un think tank qui s'appelle Destin commun, avec lequel on collabore beaucoup, et donc qui identifie dans la population française 6 grands groupes de Français, que sont les militants désabusés, les libéraux optimistes, les laissés pour compte, les stabilisateurs, les attentistes et les identitaires. Ces 6 groupes, et à chaque fois, on va retrouver des millions et des millions de personnes, toutes les classes d'âge, toutes les catégories socioprofessionnelles, etc. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre leurs fondements moraux à ces gens-là, comprendre ce qui les rassemble, ce qui fait cause commune au sein de chaque groupe. Donc aussi comprendre leur sentiment d'appartenance, leur rapport à l'autorité, leur pessimisme, leur perception de menace. Pourquoi on fait ça? Ça nous permet en fait de mieux identifier les ressorts, les tensions entre les groupes, d'identifier aussi des angles pour rassembler, comment on parle à la fois d'un identitaire, un stabilisateur, un laissé pour compte par exemple. Ça permet de développer des messages et des modes d'engagement plus à même de convaincre, parce que on se place vraiment dans la peau d'eux, d'une certaine manière. Euh, donc c'est une méthode intéressante quand on se place vraiment du point de vue de la communication, ou en tout cas de la médiation d'une certaine manière. Et juste un point de vue méthodo, cette segmentation, donc elle a été faite par ce think tank Destin commun. Elle est issue d'un travail assez approfondi, hein, comment dire, avec un certain nombre de personnes du monde académique. Avec des gens issus du monde de la psychologie sociale. Euh, quand on fait un sondage ou quand on cherche des gens à interviewer pour faire des entretiens, on pose d'abord une série de questions qui nous permettent de leur donner un score, en fait, qui nous permet de les mettre grossièrement, hein, dans une de ces 6 catégories. Évidemment, on n'est jamais 100% militant désabusé. On peut être militant désabusé et à un point, on peut être libéral optimiste. Mais voilà, c'est c'est quand même assez structurant et assez signifiant pour nous permettre de travailler finement en communication. Donc là, on va regarder sur chacune de ces familles, qu'est-ce qui se passe en fait sur tout ce que je viens de vous raconter, et notamment sur l'opinion par rapport à l'agriculture, à l'alimentation et aux enjeux de durabilité de ces secteurs-là. D'abord, les militants. Les militants, donc, très rapidement, c'est un profil qu'on connaît assez bien dans nos écosystèmes. C'est des gens très engagés pour l'environnement, pour qui l'environnement, c'est une priorité, qui sont assez radicaux, hein, dans leur position. Et aussi, c'est des gens souvent un peu plus diplômés que la moyenne. Ce qui les distingue vraiment sur les questions d'agriculture et d'alimentation, c'est qu'ils sont seulement 30% à considérer que l'agriculture est respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, là où la population générale se situe plutôt autour de 57%. Donc il y a un vrai effet là-dessus. Mauvaise image de l'agriculture en lien avec les sujets environnementaux chez les militants, désabusés. Eux, dans ce qu'ils vont privilégier comme modèle agricole, ça va être tout ce qui concerne tout ce qui relève des modèles agricoles qui limitent leur impact sur l'environnement. Donc les modèles bio, sans pesticides évidemment, les modèles écologiques responsables. Ils vont aussi être très attachés à l'installation de nouveaux agriculteurs, etc. En revanche, ils sont vraiment très défiants, et beaucoup plus défiants que les autres, envers tout ce que peut représenter une agriculture productiviste, donc les grands céréaliers, l'agro-industrie, etc., etc.
et assez voilà, peu favorable à une agriculture exportatrice par ailleurs. Leur modèle agricole idéal, évidemment, c'est de se tourner vers une agriculture respectueuse de l'environnement, qui est aussi dans une posture où en fait l'État, ou en tout cas les institutions, aident les agriculteurs à être plus respectueux de l'environnement. Sur les questions alimentaires, les militants désabusés font beaucoup de choix en fonction de la question environnementale. C'est un facteur. Là, on a vu que la santé, c'était un facteur hyper important pour les Français en général. Chez eux, chez les militants désabusés, la question environnementale, c'est un critère hyper important pour l'achat de saison, l'achat bio, l'achat local. Par ailleurs, c'est des gens qui ont une opinion particulièrement négative des gros mangeurs de viande, donc de ceux qui mangent de la viande à tous les repas. Enfin, en ce qui concerne leurs préoccupations et leurs choix de consommation, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des gens aussi très concernés par le bien-être animal. Et d'ailleurs, cet argument, ce sujet-là, les motive particulièrement à aller vers une moindre consommation de viande. Et puis, de manière singulière, c'est eux qui ont une préférence affichée pour les AMAP, pour les magasins bio, beaucoup plus que les autres personnes qu'on a identifiées au sein de la population française. Donc, quelques pistes pour les engager, parce que c'était un peu ce qu'on s'était dit, comment on engage tous ces gens-là. On pense qu'il y a un narratif déjà à adopter avec les militants désabusés, qui est celui de leur donner la main. Leur donner la main sur les choses, hein, pas leur donner la main, voilà, mais leur donner la main sur les choses en leur faisant des passeurs d'informations. Avec 3 angles à privilégier. Donc, les nourrir, en fait, finalement, d'informations, leur donner les preuves scientifiques de l'incidence de l'alimentation et de l'agriculture sur l'environnement, évoquer les impacts sociétaux, leur donner les armes, en fait, pour débattre d'une certaine manière, mettre en avant le soutien nécessaire aux minorités agricoles pour un secteur plus vertueux. Donc, les engager en défense d'une certaine agriculture, d'une certaine manière, et aller sur de l'action locale. Et en termes de pistes d'action, voilà, ça peut être structurer leur mobilisation au sein de boucles d'information continue, les nourrir en contenu très régulièrement sur les modèles agricoles minoritaires, maraîchers, apiculteurs, éleveurs, agriculteurs bio, etc. Mettre le doigt régulièrement sur les défis qui rencontrent la transition agricole et alimentaire, développer leur connaissance des mondes agricoles pour qu'ils aient peut-être une vision moins stéréotypée aussi, hein, de l'agriculture. Pas d'inquiétude, hein, je crois que quand c'est enregistré, on pourra, je pense, vous envoyer le support de présentation. On a ensuite les stabilisateurs, qui sont une autre famille de valeurs pour qui l'environnement est un sujet vraiment très important, mais qui se distingue des militants désabusés dans le fait que eux, ils sont assez réticents à toute radicalité dans la posture. Ils ne souhaitent pas renverser le système, contrairement aux militants désabusés, si je simplifie les choses. Ce qui va les distinguer davantage, les stabilisateurs, c'est que eux, ils ont une image vraiment positive de l'agriculture biologique. À 85%, c'est 10 points de plus que la moyenne des Français. Sans doute parce que c'est aussi une famille de valeurs qui a moins de difficultés à boucler ses fins de mois, qui est plus propriétaire de sa maison individuelle, qui se sait privilégiée par rapport aux autres. C'est important à avoir en tête. Elle se sait privilégiée, en même temps, ils sont très soucieux de l'harmonie collective. C'est stabilisateur. C'est aussi une frange un peu plus âgée, hein, que les autres, qui sont attachés au monde agricole et à leur plus grande collection environnementaux. De ce fait, ils vont beaucoup soutenir une agriculture bio, quitte à ce que l'alimentation coûte plus cher. Bon, encore une fois, le pouvoir d'achat est moins un sujet pour eux. En termes de modèle agricole, il faut pour préserver les petites exploitations locales, augmenter les aides, notamment à destination des petits exploitants et les choses intéressantes à destination des jeunes qui s'installent. Pour eux, c'est très important de pouvoir permettre aux jeunes générations de trouver leur place dans ce monde qui, ils en ont conscience, est difficile. En ce qui concerne l'alimentation, c'est des gens qui voilà, ont déjà pas mal fait évoluer leur consommation alimentaire vers le bio, vers le local, le saisonnier, moins de viande aussi, mais qui restent toutefois attachés à leur identité culinaire. Un plat sans viande reste assez difficile à imaginer. On l'a beaucoup entendu en discussion dans les groupes qu'on a pu animer. En ce qui concerne leur choix de consommation, on a vu que santé et environnement, c'est 2 arguments assez importants pour eux, pour expliquer leur choix en termes d'alimentation. Par ailleurs, ils comprennent très bien en fait les impacts de leur choix de consommation sur le modèle agricole. Ils consomment bio, donc ils soutiennent les bio. Il y a quelque chose qui n'est pas le cas de tout le monde. On va le voir juste après.
En revanche, ils sont assez réticents à tout ce qui va être extrême, hein. Comme je dis, ils sont réticents à toute radicalité. Et donc, ils vont avoir une image plutôt négative euh, des véganes, mais, mais avoir aussi une image très négative des mangeurs de viande à tous les repas. Donc voilà, ils sont plutôt non, tous flexitariens, finalement. Euh, et, euh, et donc, faut que tout le monde puisse manger de la viande s'il a envie, en fait, de pouvoir manger de la viande. Avec eux, quelques pistes pour les engager, avec d'abord ce narratif, mettre l'écologie et la préservation des écosystèmes au centre du débat, parce que c'est pour ça que eux, ils s'engagent. En fait, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'ils veulent bien, pas forcément se battre, mais s'engager, notamment dans la vie locale. Donc, auprès d'eux, valoriser le rôle des petits producteurs dans l'autonomie alimentaire du pays, en projetant un futur souhaitable, très important avec eux, d'ancrer ce qu'on raconte dans la société dans laquelle on aimerait pouvoir vivre dans les prochaines années. Et dans cette société, essayer de dessiner, voilà, quel est le rôle des petits producteurs, quel est le rôle d'une alimentation durable, quel est le rôle éventuellement d'une AMAP hein, dans cette société désirée. Aussi revaloriser les éleveurs locaux en illustrant conjointement les bénéfices environnementaux et santé pour leur donner aussi une vision globale du métier, qui comprennent peut-être un peu plus les incidences de l'élevage, de certains types d'élevage notamment, sur l'environnement. Évidemment, on a vu que aussi intéressant avec eux d'aborder la question du renouvellement des générations, de l'importance d'une agriculture qui permette aux agriculteurs d'en vivre. Et donc, d'en vivre et donc de produire une alimentation derrière qui est souhaitable pour tout le monde. Pour les engager, quelques pistes d'action. Donc, s'appuyer sur le tissu associatif, c'est des gens très engagés hein, au niveau local. Euh, Comment dire donc, le tissu associatif peut être un très bon vecteur pour s'adresser à eux et leur faire passer des messages sur la cohésion sociale permise par une agriculture mieux rémunérée, qui produit une alimentation de qualité, etc. Donc, tous les terres de liens, Secours catholique, VRAC, etc. Ce sont des organisations dans lesquelles ils peuvent s'engager et dans lesquelles ils peuvent voilà, être porteurs finalement de ce message agriculture et alimentation durable et qui peuvent donner sens à leur combat d'une certaine manière, à leur engagement. Aussi les sensibiliser à la provenance, montrer voilà, comment dire, ça peut être intéressant de les faire se rencontrer avec des producteurs locaux pour qu'ils continuent à donner du sens à leur engagement. Bah, voilà, je m'engage aussi pour soutenir cet agriculteur-là qui produit mon alimentation. Mobiliser aussi les scientifiques pour appuyer les narratifs. C'est des gens qui, pour le coup, qui comprennent beaucoup qui sont très dans voilà, ils vont beaucoup suivre, comment dire, ils sont très impact carbone d'une certaine manière. Donc, il faut continuer à les documenter sur une approche aussi scientifique des impacts de l'alimentation et de l'agriculture sur l'environnement et de qu'est-ce que pourrait être une agriculture et une alimentation durable. Euh, Autre famille, les libéraux optimistes, qui sont une famille optimiste avant tout, qui considèrent que pour réussir dans la vie, c'est le travail et l'effort qui permet d'y arriver. On va retrouver chez eux beaucoup de gens assez différents, hein. Là, on va retrouver plus de personnes issues de l'immigration. On va retrouver aussi bien aussi des traders, des start-upers, mais aussi des chauffeurs Uber. Euh, voilà, ce qui les rassemble, c'est ce côté entrepreneur de leur vie. À moi de faire mes choix pour y arriver d'une certaine manière. Ils se distinguent parce que ils font partie de ceux, ils sont 70% à déclarer consommer davantage de produits bio depuis ces 2 dernières années. Ça, on l'explique de plein de manières différentes, mais aussi parce que ce côté, voilà, contrôle de soi, intégrité physique, fait que, explique sans doute cette, cette, enfin, euh, ce fait qu'ils se tournent davantage vers la consommation bio. En revanche, ils ont une vision de l'agriculture assez singulière, dans le sens où c'est fait partie des seuls groupes qui est en défense d'une agriculture qui exporte et une politique agricole qui aide les grandes exploitations aux méthodes conventionnelles, quelle que soit la spécialité. Ils ont une empathie plutôt modérée hein, envers les agriculteurs. Ils considèrent d'ailleurs qu'ils sont responsables des difficultés qu'ils rencontrent. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que les libéraux optimistes, pour eux, l'agriculture, c'est un secteur économique comme un autre, qui doit aller sur les marchés internationaux, qui doit être compétitif. Donc, on doit produire plus pour exporter. C'est logique. Il n'y a pas de lien qui est fait entre agriculture et consommation. On a vu qu'ils consommaient bio. C'est pas pour autant qu'ils vont particulièrement plus sauter en agriculture bio. C'est deux choses assez différentes pour eux.
En termes de modèles agricoles, sans surprise, on est sur un soutien à des modèles agricoles qui est plus tourné vers la technologie, les nouvelles spécialités agricoles, liées notamment, voilà, nouvelles spécialités agricoles liées à la transition écologique, hein. Je pense par là, voilà, à la méthanisation, mais aussi à l'agrivoltaïsme, ce genre de choses. Donc voilà, une vision assez singulière, assez différente, hein, du reste de la population de ce que devrait être l'agriculture. Sur la transition alimentaire, donc je vous l'ai dit, ils sont engagés dans la transition de leur alimentation, le bio déjà, mais aussi le moins de viande, mais l'achat direct aux producteurs quand même. Intéressant de voir qu'ils attachent une importance particulière au goût, ce dernier étant leur deuxième critère d'achat, là où pour les autres catégories de population, on est plus vers le fait que ça soit local, le fait que ça soit bon pour la santé. Euh, euh, et dernier point, en termes de préoccupation et de choix de consommation, encore une fois, beaucoup de choses contradictoires dans leur manière de voir les choses, mais c'est des gens, si on leur donnait les moyens, si on leur donnait le temps, ils iraient consommer avec plaisir dans des enseignes de hard discount, des enseignes de surgelés. Euh, Vraiment, il y a ce côté, bah, en fait, il faut que ça soit facile et il faut que je puisse bien m'alimenter n'importe où, et peu importe si c'est une enseigne responsable ou pas, ou si c'est une enseigne éthique ou pas, tant que ça me donne accès à une alimentation de qualité. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la santé est un argument fort pour expliquer la baisse de consommation de viande chez eux, hein. On le fait parce que ça permet de préserver mon intégrité physique. Euh, et enfin, c'est des gens qui ont une image particulièrement positive de tous les régimes alimentaires, aussi bien des végétaliens que des mangeurs de viande en tout cas. Donc, ce qu'on voit là, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas forcément une vision politique de l'alimentation et de l'agriculture, mais qui ont une vision très individuelle de la chose. Comment on les engage, ces gens-là? Déjà, un narratif leur rappelait qu'une bonne alimentation dépend d'une bonne agriculture, donc recréer ce lien, qui me semble assez important, et insister sur la dimension innovante, parce que c'est quelque chose qui peut les intéresser, l'innovation, la dimension innovante de l'agriculture qui cherche à s'adapter au changement climatique. Deux angles importants, miser sur le leadership en montrant comment certaines filières de l'agriculture durable peuvent être leaders sur un certain type de marché. Il y a quelque chose à raconter là-dessus, sur les filières d'excellence françaises de la lentille, du Puy, ou de la lentille bio de je ne sais où, du citron de Menton, etc. Et raconter une histoire autour des externalités économiques positives, hein, de ces filières durables pour le tissu local, pour l'économie française, pour les agriculteurs, etc. Éventuellement, l'export, mais un export responsable, équitable. Deuxième angle, faire évoluer leur rapport à l'agriculture conventionnelle, ou comme je vous le disais, en reliant intimement agriculture et consommation. Il y a quelque chose à leur raconter sur, bah voilà, vous voulez consommer bio, vous voulez consommer des choses de qualité qui ont du goût, essayez de comprendre, enfin, regardez par quoi ça passe la production de cette alimentation. Ça passe par une agriculture plus durable, aussi comment dire, de l'élevage comment dire, de l'élevage plus durable, une agriculture qui prend soin de la terre, etc. Piste d'action, comme c'est des gens qui sont très informés et qui sont friands d'informations, pas d'hésitation à les informer, donc à les documenter. Publier, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, publier des contenus très documentés sur une nouvelle spécialité agricole, des opportunités offertes par la transition écologique, notamment notamment, comme je disais, sur les réseaux sociaux, leur donner des chiffres pour qu'ils se les approprient, et qui comprennent mieux le lien entre viande et environnement pour motiver aussi leur engagement, pas que sur la santé, mais aussi sur l'environnement, parce que c'est quelque chose pour lequel ils peuvent être réceptifs, et insister sur les impacts sanitaires de la surconsommation de viande, quelle qu'elle soit. Quatrième famille, c'est les laissés pour compte, qui sont une famille qui se sent donc laissés pour compte dans la société parce que ils ont le sentiment d'avoir perdu leur place, d'être ni assez pauvres pour pouvoir profiter des aides, ni assez riches pour profiter de tout ce que la société a à offrir de cette manière et pouvoir consommer comme ils le souhaiteraient. C'est une famille où on va retrouver un peu plus de personnes qui ont des difficultés financières en fin de mois, des gens moins diplômés, des catégories socio-professionnelles moins élevées aussi, qui ont du coup, de ce fait, un sentiment de défiance, hein, envers l'État, euh, et envers un peu tout le monde, envers aussi une forme d'élite.
Et cette défiance, elle s'exprime beaucoup dans leur rapport à l'agriculture et à l'alimentation. On voit que c'est des gens particulièrement défiants de tout ce qui est gros, donc les grandes exploitations agricoles, les grands céréaliers. Ils ont une image moins bonne auprès des laissés pour compte. Les laissés pour compte vont aussi avoir une image plutôt négative de tout ce qui va être considéré comme marketing. Le bio, c'est vu comme quelque chose de marketing, une étiquette qu'on met sur un produit en supermarché qui veut qui veut rien dire et qui veut beaucoup moins dire que sans pesticides, par exemple. Donc, il y a une défiance aussi qui peut s'installer sur l'agriculture bio, qui a été aussi mise à mal par cette idée que, bah oui, l'agriculture bio, bah en fait, c'est aussi une agriculture qui nous oblige à importer de l'Espagne des tomates élevées sous serre chauffée, etc. Il y a ce discours qui est assez présent hein, chez les. En revanche, ce qui les distingue vraiment, c'est le fait qu'ils considèrent que les agriculteurs sont soutenus et aidés, beaucoup moins que la moyenne. Ils se, on identifie une forme d'identification entre des laissés pour compte envers les agriculteurs qui rencontrent les mêmes difficultés qu'eux, en fait, comment dire, qui rencontrent les mêmes difficultés qu'eux. De fait, c'est des gens qui vont privilégier les petites exploitations agricoles et éviter de produire et être plutôt soucieux d'éviter de produire plus pour exporter. Il faut d'abord s'occuper de nous avant d'aller exporter. Il faut d'abord s'occuper de nos petits producteurs. Euh, Par ailleurs, c'est des gens très en retrait sur l'augmentation de la consommation bio et la baisse de la viande. La baisse de la viande, c'est pas quelque chose qui est souhaité parce que en fait, c'est un acquis social de pouvoir consommer de la viande. Et quand on consomme moins de viande, c'est vécu comme une violence financière, en fait. Euh, et par ailleurs, l'argument environnemental est très peu utilisé pour expliquer tout changement d'alimentation, à l'exception de la consommation de produits de saison. On le voit, les produits de saison, c'est quelque chose qui rassemble pas mal, en fait, sur la question environnementale. Autre point important, forte sensibilité au bien-être animal. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et volonté plus prononcée de se tourner davantage vers les hyper et gros supermarchés en cas de revenus et de temps supplémentaires. J'accélère un tout petit peu pour les dernières slides. Quelques pistes pour engager les laissés pour compte. Avec d'abord ce point de vigilance, le fait qu'il faut éviter toute crispation avec les laissés pour compte sur le sujet viande ou bio, qui les touche directement en tant que consommateur. Euh, et donc aller sur un narratif qui montre quel modèle défend l'agriculture qu'il souhaite, avec des angles voilà autour qui pointent un peu plus du doigt l'agro-industrie, l'idée de valoriser aussi la souveraineté alimentaire locale, l'idée aussi de valoriser la cuisine à domicile, qui est quelque chose vers laquelle ils se sont beaucoup tournés ces dernières années et qui est une pratique d'une certaine manière durable et qui peut être intéressant de valoriser socialement pour leur donner aussi une forme de confiance, une forme de confiance. Faire évoluer aussi les représentations sociales autour de la viande, du régime végétarien, du bio, aussi, voilà, changer un peu les perceptions là-dessus avec deux pistes d'action. Sur les réseaux, mobiliser des agriculteurs et des réseaux paysans, pour qu'ils soient aussi des porte-parole auprès des laissés pour compte de l'agriculture durable. S'associer aussi à des grandes chaînes de télé comme M6, qui sont hyper intéressants pour proposer des contenus spécifiques qui parlent d'agriculture, d'alimentation durable. Je pense à Top Chef, La Mode d'entrée, etc. Avant-dernière famille, j'essaie de finir à midi, comme ça on aura du temps de questions-réponses. Les identitaires, qui sont des gens défiants qui ont une vision sécuritaire et des enjeux, sécuritaire et identitaire des enjeux, pour qui les migrants et l'élite sont les ennemis, et pour qui l'environnement n'est pas une priorité majeure. En revanche, c'est des gens particulièrement attachés aux agriculteurs. Les agriculteurs, c'est leur émetteur de préférence, de confiance, parce que les agriculteurs, c'est aussi l'image du terroir français auquel ils sont particulièrement attachés. Donc, c'est cette figure de référence qu'il faut défendre face à l'Union européenne, qu'il faut défendre face à des normes trop exigeantes, qu'il faut défendre face à l'import de produits étrangers qui ne respectent pas nos normes. En termes de modèle agricole à défendre, comment dire, vraiment ce côté défendre contre la concurrence déloyale, mais aussi exporter parce qu'on a une super agriculture et il faut la faire rayonner à l'international et donc exporter. Sur les transitions alimentaires,
forte valorisation du terroir, l'achat direct aux producteurs, les produits locaux, etc. Et une évolution des habitudes qui repose d'abord sur le fait maison et le saisonnier. Faible engagement sur le bio. En revanche, il y a quand même une transition vers le moins de viande pour des raisons de santé. C'est un levier important chez eux aussi. À noter aussi que sur leurs préoccupations, leur choix de consommation, c'est des gens qui sont plutôt OK pour se mobiliser sur la baisse des taxes, des produits qui sont bons pour l'environnement et la santé, et qui prennent en compte le bien-être animal comme quelque chose d'important pour l'avenir de l'agriculture. Donc voilà, il y a aussi ce sujet qui relie avec les laissés pour compte et les militants désabusés d'ailleurs, ce sujet de bien-être animal qui est important. En termes de narratif, donc préserver, expliquer que la préservation de nos terroirs culinaires et paysagers passe par la préservation de notre environnement et du bien-être animal. Avec des angles, 4 angles, valoriser les initiatives locales qui préservent les paysages, l'excellence agricole française, par les gastronomies, qui est un levier hyper intéressant, donner la parole à ceux qui vivent la crise climatique sur le terrain, les agriculteurs et les éleveurs, reconnecter la question de la souveraineté à celle d'une production agricole de qualité, moins dépendante des importations. Quelques pistes d'action. Donc, le côté belles histoires, c'est quelque chose, belles histoires locales, en presse quotidienne, en télé locale, éventuellement sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui engage assez fortement. Mettre en avant des chefs reconnus pour parler d'alimentation durable, ça peut marcher. Faire émerger des personnalités végétariennes aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant et organiser des portes ouvertes dans des fermes. C'est aussi quelque chose qu'on identifie comme intéressant pour les engager sur l'alimentation et l'agriculture durable. Je finis très rapidement sur le dernier profil, qui sont les attentistes, qui sont des gens qui comment dire, vont assez peu s'engager dans quoi que ce soit. L'environnement, c'est important, mais pas, voilà, c'est pas une source d'engagement particulièrement forte pour eux. Euh, D'ailleurs, sur l'agriculture, c'est des gens qui savent pas trop quel est le modèle agricole souhaitable. Ils sont 24% à pas trop savoir ce qu'il faut pour le futur de l'agriculture. Euh, Ce qui nous fait dire qu'ils sont particulièrement détachés du monde agricole, avec quand même le fait que c'est les groupes qui a l'image la moins positive des agriculteurs bio. Sur les transitions alimentaires, c'est des gens peu engagés dans leur changement d'alimentation. Ce qui compte avant tout pour eux, c'est l'accès facilité à leur alimentation par les prix, les points de vente, quels qu'elles soient. Donc libre à chacun de faire comme il l'entend. Euh, comment dire, sur leur choix de consommation, quand on leur demande si vous aviez le temps et l'argent pour le faire, où est-ce que vous auriez davantage, c'est les gens qui sont moins prêts à aller vers une ferme ou un producteur local s'ils en avaient les moyens. Là où tout le monde nous cite producteurs et fermes, eux, c'est beaucoup moins le cas. Ils vont être plutôt sur des supermarchés. L'argument financier est très important chez eux. C'est vraiment le mécanisme, le levier majeur. Du coup, pour les engager, c'est un peu difficile parce qu'ils sont très en retrait surtout. Difficile de les engager vraiment autrement que sur la préservation d'une forme de bien-être et de confort. Avec 3 angles, expliquer que leur confort dépend aussi de leur capacité à consommer de manière durable. Les inciter à agir à leur niveau en travaillant sur des mécanismes de fierté, hein. On peut les rendre fiers sans trop, enfin, de fierté qu'ils peuvent avoir sans exercer trop d'efforts. Participer à une campagne de financement participatif, adhérer à une AMAP qui se trouve vraiment juste au coin de la rue. De ce côté, voilà, les prendre par la main. Valoriser les goûts aussi autour de figures de référence. Et un tas de pistes d'action. Le côté test de produits de qualité différente, c'est quelque chose qui peut leur faire prendre conscience aussi de la qualité de l'alimentation, leur permettre d'afficher facilement leur conversion. Je suis vegan ou je fais le lundi végétarien. Ça peut être intéressant. Et un peu comme pour les laisser pour compte, s'associer à des grandes chaînes comme M6 pour proposer des contenus spécifiques. Voilà pour toutes les familles. En conclusion, juste vous dire que vous rappelez donc que toutes ces familles, elles ont des rapports très différents aux enjeux climat. Elles le priorisent de manière très différente et elles ont des rapports très différents aussi aux transitions alimentaires, au moins de viande. Euh, on le voit sur ce graphique-là. Euh, je vais te dire que je vais finir à midi. Il est midi passé. Euh, J'en excuse et je vous propose peut-être de passer à un moment de questions-réponses si ça vous va.
C'est parfait. Merci beaucoup Damien. C'était effectivement, enfin j'ai trouvé ça super, riche et également super dense. Mais donc je rappelle qu'on va partager, tous les contenus des diapos, à la fois à vous toutes et tous qui êtes inscrits, mais aussi, ce sera accès, librement sur le site internet, donc vous pourrez aussi repartager. On va effectivement Ouais. passer à un temps de questions-réponses. Il y a pas mal de petites questions qui sont remontées dans le chat. Merci encore Ok. beaucoup Damien. On va te solliciter du coup pour ces quelques questions et je vais laisser, Héloïse, nous faire remonter un peu les quelques questions qui sont ressorties. Ouais. Le temps que je Alors, partage les diapos. je vais commencer. Tu veux que je repartage? Non, t'es peut-être Non, pas non, obligé je de vais je partager, vais le là. faire Damien. Ok. Non, Oui, ouais, mais ouais, non. non, ouais. Vas-y, ouais, ouais, ouais. Je vais prendre les questions dans le sens, enfin, les Ok. plus récentes, parce que du coup, ça fait plus écho à ce que tu viens de dire, Damien. Ok. Une petite question déjà, c'est comment se partage la population française entre les différentes catégories? Est-ce que vous avez un aperçu de ça? Ouais. Oui, déjà, il faut savoir qu'il y a des millions et des millions de personnes dans chaque catégorie. Nous, on fait pas de statistiques pour savoir combien il y a de laissés pour compte, combien il y a d'identitaires, et cetera. C'est en fait, dans chaque groupe, il y a entre 15 et 25 de la population. Le groupe le plus gros, en général, et qui a tendance à grossir d'une étude à l'autre, c'est les laissés pour compte. Voilà. Et là, on va avoir retrouvé le moins de personnes, c'est plutôt chez les militants des abusifs, par exemple. Euh, c'est pas pour autant que c'est des gens à qui il faut pas parler, hein, c'est les petits groupes. Encore une fois, il y a des millions et des millions de personnes à l'intérieur. Mais voilà, dites-vous, à chaque fois, on est entre 15 et entre 13 et 25% de gens de la population française. Et c'est ce que vous avez dans les proportions sur vos 2000 enquêtés. Enfin, c'est ça, c'est la Ouais, même. ouais, ouais. Plus ou moins, c'est ça. Bah, ça. En fait, comme nous, c'est pas alors, c'est pas un quota d'enquête. Donc, on dit pas on veut 13% de militants, on veut voilà. On essaie d'en avoir un nombre équilibré à chaque fois. Et donc, d'une enquête à l'autre, ça varie un tout petit peu. Euh, mais globalement, oui, ce que je vous montre là, c'est représentatif, quoi. Ok, ça marche. Merci pour cette réponse. Alors après, il y avait une question. Donc, dans ce que tu présentes, on parle beaucoup de bio, de viande, de local, etc. Et le commerce équitable apparaît pas très nettement, là, en tout cas dans ce que tu présentes. Donc, enfin, voilà, comment Ouais, ça apparaît dans vos sondages? Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce ouais. que vous avez des choses spécifiques là-dessus? Alors, on n'a pas interrogé spécifiquement le commerce équitable. En revanche, on a travaillé sur la question du commerce équitable avec Commerce Équitable France. Enfin, on s'est pas mal posé de questions avec eux. Euh, il y a. Ce qu'il faut voir dans tout ce que je vous ai montré, c'est euh, l'attachement, le fort attachement aux agriculteurs, l'attachement à leurs conditions de vie, l'attachement aussi au fait que ben, souvent on est aussi prêt à payer un peu plus cher pour un agriculteur pour un producteur local. Donc voilà, il y a le commerce équitable, en tant que tel, on l'a pas interrogé, mais on voit qu'il y a une préoccupation qui s'est beaucoup renforcée à l'aune des manifestations de l'hiver dernier. Il y a une préoccupation importante pour, comment dire, est-ce que mon choix de consommation, il est bénéfique pour les gens qui produisent? Et c'est quelque chose qui est, ouais, qui est vraiment fort. On le voit dans l'attrait pour le local et pour le direct producteur. Voilà, en soi. Et en fait, interroger commerce équitable dans ce sondage-là, en fait, le problème du commerce équitable, c'est que c'est vu comme quelque chose de très international aujourd'hui. Il n'y a pas encore cette image de commerce équitable à l'échelle française. Donc, je pense qu'on n'aurait pas eu des résultats hyper intéressants. Et donc, je trouve que producteur, direct producteur et local, ça dit bien, en fait, les choses. Voilà, Oui, à travers ce que tu disais sur la juste rémunération des producteurs, ça ressort aussi. voilà, c'est ça. En fait, la juste rémunération des producteurs, c'est vraiment la priorité majeure de tout le monde. Euh, que, Quelle que soit la famille de valeurs, il faut mieux rémunérer les producteurs. Il y a cette conscience-là qui est devenue très forte, hein. Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'on a fait ce sondage-là juste après les manifestations de l'hiver 2024? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très fort. Ça Et marche. puis les aides, etc. Enfin, il faut aider les producteurs. Enfin, voilà, il y a ce côté-là. Ok. Après, il y a une petite question focus sur les militants désabusés.
Qu'est-ce qu'on entend par action locale? Est-ce que c'est au sens proche de chez eux, action de terrain opérationnel, action mesurable? Alors là, moi, j'avoue, je ne sais plus tout à fait à quoi ça fait référence, mais Ouais, oui, oui, je vois très bien. Action proche de chez eux. Ils peuvent s'engager localement. Voilà. ok. C'est plus, alors, plus que venez à tel endroit faire une mobilisation. C'est plutôt les engager dans l'action locale, autour de chez eux. Ça marche. Quand tu présentais la, la perception des végétariens, il y avait une question qui est ressortie sur l'opinion sur les véganes. Est-ce que ça Ouais, vous aussi des choses spécifiques là-dessus? oui. Les véganes ont on a les mêmes ordres de grandeur. Enfin, je veux dire, il y a autant, comment dire, les véganes ont une bonne image, mais elle est un peu moins bonne que les autres. En gros, en termes d'image positive, les flexitariens ont la meilleure image. Ensuite, on a les végétariens. Euh, Ensuite, je crois qu'on a les mangeurs de viande à tous les repas et ensuite on a les véganes. Ok, c'est le bas de la chaîne alimentaire. Après, il y a une petite, enfin, il y a deux questions qui se rejoignent un peu, qui questionnent un peu les spécificités locales, territoriales. Est-ce que vous avez des données là-dessus sur l'évolution des comportements, un peu des données territorialisées? Et après, c'était plus une remarque, le fait que, bah, notamment cette question du végétarien et son ancrage dans la norme sociale, ça reste très différent selon les territoires où on se trouve. Notamment, là, c'était Ouais. l'exemple de classe dans des lycées agricoles où c'est par exemple très difficile à aborder sur des territoires d'élevage, en filière production, que dans des filières plutôt nature ou aménagement. Donc, voilà. Bien sûr. Alors, on n'a pas étudié on n'a pas on n'a pas étudié ce qui se passait région par région. Donc, je suis pas capable de vous dire, de vous donner cette vue-là. En revanche, je pense que le sujet sur la viande, c'est pas tant de dire à tout le monde arrêtez de manger de la viande. Ça paraît illusoire comme apporter comme message parce qu'on sait très bien que ça va créer du rejet et que ça va créer de la tension. Les écolos encore les empêcher de tourner en rond. En revanche, et sur la viande, c'est ce que je disais un peu en sous-jacent dans les slides, hein, mais euh, c'est hyper important de rappeler, de mettre l'accent sur les modes de production d'une certaine manière. De dire, bah, regardez, quand même, il y a des modes de production qui sont quand même plus ou moins vertueux. Et donc, voilà, si vous êtes plus raisonnable dans votre consommation de viande, c'est aussi une manière de privilégier davantage les petits modes de production parce qu'on sera moins dans la quête à la productivité, etc., quoi. Il y a quelque chose à raconter là-dessus, d'une certaine manière, quoi. Et puis, le levier bien-être animal, quand même, c'est quelque chose qui, alors, c'est je c'est le cas, c'est moins le cas pour les élevages il me semble, de bovins. C'est le cas dans les abattoirs, mais peut-être moins. En tout cas, le bien-être animal sur le poulet, le porc, etc., c'est des trucs qui engagent quand même pas mal et beaucoup de gens différents, hein. On l'a vu, on va retrouver des militants, des abusés qui sont à fond sur le bien-être animal, mais aussi des identitaires pour qui c'est une préoccupation importante pour l'avenir de l'agriculture. Donc dire à ces gens qui ont une vision un peu plus autoritaire des choses, plus marquée à droite, on va dire, si je simplifie un petit peu, leur dire, bah, peut-être consommer moins de viande, ça veut, comment dire, on vous demande pas de consommer moins de viande pour vous emmerder, on vous demande de consommer moins de viande aussi parce que bah, si on continue comme ça, on va continuer à faire des fermes-usines où on maltraite les animaux et c'est pas un futur souhaitable pour l'agriculture, quoi. Mm. Ok, ça marche. Merci pour ces éléments. Et après, il y a une question sur est-ce qu'il y a une influence de la géopolitique sur l'intérêt pour la transition écologique dans l'alimentation? Alors, je ne sais pas si ça faudrait prendre Ouais, des études dans le temps. je sais pas quoi, je sais pas répondre directement à cette question. J'essaie de voir un peu dans ce qu'on a pu étudier. Les seules questions qui se rapprochaient de la question géopolitique dans notre sondage, c'était l'export-import, hein, en gros. Euh, et en gros, ce qu'on a vu, c'est que il y a ce côté asymétrie des normes qui engage, et pour lequel les gens, il y a beaucoup de gens, de personnes qui trouvent que c'est injuste, et qu'il faut aider les petits producteurs et lutter contre l'import de produits qui ne respectent pas nos normes. Euh, Après, il y a pas, j'ai peu d'éléments à vous donner là-dessus. Euh,
Je sais juste que les tensions internationales, c'est quelque chose qui préoccupe plus particulièrement les stabilisateurs, par exemple, plus que et les libéraux optimistes, plus que les autres, quoi. Voilà. Ça me fait penser à un décryptage que vous aviez fait aussi, enfin, c'est pas directement lié, mais justement le décalage entre le discours au niveau politique et l'opinion des Français. Des fois, on observe un décalage, donc je me dis, ça peut aussi, enfin, Mmh. dans quelle mesure est-ce que l'impact qu'on imagine que ça peut avoir, en fait, est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est, en fait, plutôt Ouais, imaginé, quoi. ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des Il y questions. a il y a une petite question peut-être que je peux, faire remonter de Marie-Pierre qui demandait, je trouvais ça assez intéressant comme question, de savoir concrètement quand on est, dans une organisation, comment est-ce qu'on fait dans une situation où on est face à des groupes, de population assez mixtes? Comment est-ce qu'on fait pour adapter Ouais, un message de communication? Soit dans j'imagine peut-être dans un face à face, mais aussi, dans une organisation qui communique plus largement auprès d'un public finalement, ouais. assez divers. Ouais, bah, pour moi, enfin, en fait, communication, il faut être, assez sûr de son message, de son objectif, qu'est-ce qu'on veut faire et derrière on le décline en fonction de différentes cibles. Et c'est et avec des pistes d'action différentes parce qu'en fonction, de si on veut les parler à un identitaire ou à un je sais pas, on va utiliser un canal différent. Après, il y a des sujets qui réunissent les gens. On voit que le bien-être animal, c'est quand même quelque chose, beaucoup plus que l'environnement, c'est quelque chose autour duquel on peut tourner, et qui va aussi bien parler aux identitaires qu'aux militants désabusés, qu'aux laissés pour compte. Et puis on peut parier aussi que c'est quelque chose pour lequel les autres familles peuvent être sensibles. Donc c'est comme voilà, trouver des points d'achoppement d'une certaine manière. Euh, Juste dire que euh, en fonction de son objectif, faut aussi choisir sa cible. Si on est sur la transition alimentaire vers le moins de viande, je pense que à quelqu'un qui est militant, on peut plus facilement pousser un discours végétarien. À quelqu'un qui est identitaire, pousser un discours moins mais mieux, par exemple. C'est voilà, il faut s'adapter et je pense trouver les choses qui relient. Euh, et je pense encore une fois le bien-être animal, comment dire, l'attachement aux petits producteurs à l'échelle locale, préserver notre patrimoine. Tout ça, c'est des choses qui font commun quand même sur l'agriculture et l'alimentation. Tu disais la saisonnalité aussi, je crois que c'était La assez ressemblable. saisonnalité, Ouais. ouais, c'est intéressant. Merci de le relever. La saisonnalité, c'est le la transition la plus déclarée. Alors déclarée, hein, je Mmh. dis pas que tout le monde mange de saison, hein, mais la plus déclarée, c'est peut-être le plus facile à faire aussi. Et c'est aussi celle sur laquelle le lien avec l'environnement est le plus évident aussi. Saison environnement, ça c'est tout de suite beaucoup plus clair que viande et environnement, par exemple. Voilà. Donc ouais, parler de saisonnalité, je pense que c'est un truc qui peut relier pas mal les gens. Du coup, est-ce que tu dirais juste pour reboucler, enfin pour, boucler là-dessus, qu'on pourrait partir sur ces sujets qui sont particulièrement fédérateurs pour ensuite leur raccrocher d'autres enjeux, mais en prenant cette porte d'entrée et Ouais, après parce qu'on peut pas s'arrêter à parler que de saisonnalité non plus, puisqu'on a besoin d'aller, non, plus loin sur d'autres non, sujets. Du alors, coup, c'est de tirer le fil, ensuite, une fois qu'on a ouais, je accroché pense que, disons enfin, ces faut trouver des sujets. Et je pense que aussi, comment dire, euh, quand on communique sur les questions de transition agricole, alimentaire, transition environnementale, écologique, etc. euh, Quelque chose qui est important et qu'on remarque sur beaucoup de sujets, nous, parlons climat, c'est que c'est aussi important de ne pas s'arc-bouter sur son sujet, de ne pas parler que d'alimentation et de manger moins de viande, etc. C'est toujours important de le raccrocher à quelque chose d'autre qui serait le pourquoi on fait ça, en fait. Raconter, voilà, ok, ouais, on vous demande de manger moins de viande, mais c'est pourquoi on fait ça. C'est pour une société peut-être plus saine, plus conviviale. Qu'est-ce qu'on veut raconter comme, en fait, dans quelle vision de la société idéale on veut projeter les gens pour engager en positif et non pas donner aux gens le sentiment qu'on leur impose quelque chose. mmh, Et donc oui, et après voilà, saisonnalité, on sait que ça marche mieux que manger moins de viande, donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant. Mais je pense toujours essayer de raccrocher tout ce qu'on raconte à
chapeau un peu plus large, en fait, qui permet aussi Mmh. de connecter notre sujet, pas seulement à l'enjeu environnemental, mais à d'autres enjeux qui préoccupent les gens, que sont le pouvoir d'achat, que sont, alors l'insécurité, parce qu'il y a ça, donc il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on a à dire qu'est-ce qu'on a à répondre à l'insécurité. D'une certaine manière, Mmh. la convivialité, être plus proche des producteurs, et cetera, c'est une manière d'être plus en sécurité alimentaire soi-même, plus en sécurité sur son territoire. Il y a des choses à raconter là-dessus, sur la santé aussi. Se raccrocher à d'autres préoccupations, ça me semble être aussi un truc important pour, parler au maximum de monde. Voilà. Merci. Il y a 2 nouvelles, petites questions qui, Ouais. sont arrivées. Ah, Je pense que ça sera peut-être les en tout cas pas loin d'être les dernières. Peut-être encore en prendre 1 ou 2 derrière. Est-ce que dans l'enquête, vous avez des questions spécifiques sur l'évolution de la consommation de légumineuses, dans les différents groupes et comment les pratiques de ces pratiques alimentaires de ces différents groupes évoluent? alors, on a de quoi comparer entre 2021 et 2024, comment ça a évolué. Et là, comme ça, là, j'ai pas les chiffres en tête. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'écrire un mail avec votre question et je peux vous donner les données. Et j'ai plus les chiffres en tête d'évolution sur les légumineuses, par exemple. Mais par groupe, vous avez cette donnée-là, Ouais, pour ouais, ouais, on peut l'avoir OK. par groupe. Ouais. OK. Après, c'est pas, voilà, c'est un suivi sur 2 dates, donc c'est pas très signifiant, hein. Ça donne juste une évolution. Euh, mais ouais. Mais là, comme ça, je n'ai pas les chiffres en tête, je suis désolé. Mmh. Euh, Et L'étude a-t-elle après permis de tout. Vas-y, je te laisse lire. non, non, vas-y, vas-y, que tu l'as lu. A-t-elle permis de confirmer la théorie selon laquelle le régime alimentaire est influencé par le genre? Les hommes sont. Oui, elle a confirmé. Enfin, on a vu quand même que il y avait un effet moins de viande chez les femmes, beaucoup plus important que chez les hommes. On a des écarts de 10 points quand même là-dessus. Donc c'est pas rien, hein, dans une étude de cette envergure-là. Je rappelle qu'on est sur 2000 personnes. Donc ça confirme ce côté, la viande c'est un truc d'homme. Alors, et quand on parle de viande, on l'a bien posé, viande, dont poulet, porc, etc. Pas que de la viande rouge. Donc, ouais, ça l'a confirmé. La Et répartition des groupes. ouais. Donc, oui, sur la répartition des groupes, on n'a pas de données précises parce que on fait pas de statistiques précises et on fait pas de quotas entre guillemets dans nos sondages sur la répartition dans les différents groupes. En revanche, on a entre 15 et 25% de la population dans chacun de ces groupes-là, avec des groupes plus ou moins gros. Donc, les laissés pour compte étant le groupe le plus gros et dans les groupes un peu moins gros, on va voir les militants désabusés, par exemple. Voilà. Et à chaque fois, des millions et des millions de personnes, tous ces aspects, tout genre, voilà, tous âges, etc. Et il y a une petite question sur, la transition dans les Ouais, restaurants. ouais, c'était difficile à aborder comme sujet, mais on a pu l'aborder en discussion, en focus group. Euh, Il y a peu d'attentes en fait. Enfin, il y a pas d'offre végétarienne en restaurant, donc c'est très dur de concevoir en fait de prendre une option végétarienne en restaurant, vu que souvent il y a aussi cette image de elle est moins bien, elle est moins gustative, elle est de moins bonne qualité, notamment dans les cantines. Et puis donc ça d'une part, le côté offre inexistante et offre de mauvaise qualité. Et l'autre truc qu'on a pu voir, c'est le côté, bah, en fait, si je choisis d'aller au restaurant, ben, c'est pas pour me contraindre. Donc, bah, évidemment que je vais prendre steak frites ou la pièce de viande, en fait. Parce que je le ferai pas chez moi. Chez moi, je mange végétarien ou je mange très peu de viande. Mais en revanche, quand je vais au resto, bah ouais, c'est là que je me fais plaisir, quoi. Je me fais plaisir, pardon. Euh, et tu as regardé la consommation. Ouais, la consommation, la répartition enfin, les différences entre les groupes sur les achats de produits transformés et produits bruts. Attends, pour qui consomme le plus? Non, on n'a pas de données là-dessus. Et oui, et du coup, suite à ta réponse sur le restaurant, la personne, souligne le fait que c'est une dissonance totale. Ouais. Effectivement. C'est un sujet qu'on va Il y creuser a, dans les cas il y a, pas. il y a beaucoup il y a beaucoup de dissonances sur les questions d'agriculture d'alimentation, mais je pense que vous le savez, en fait, enfin, il y a beaucoup de déclaratifs. Ouais, moi, je mange moins de viande, mais en fait, ça se traduit très peu dans les faits. Bon, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Oui.
Mmh. Il y a aussi l'effet, je crois qu'il y a des études qui montraient que les gens déclarent effectivement réduire leur consommation de viande, mais en fait, c'est parce qu'ils la cuisinent moins à la maison, mais en fait, ils en consomment d'autant plus, justement dans la restauration, hors domicile. Donc il y a aussi cette Ouais. dissonance de enfin, il me semble, hein, Bah, ouais, ouais, complètement. c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui effacent le poulet aussi pour qu'ils c'est pas de la viande, le Ouais. jambon, c'est pas de la viande, ben, Mmh. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce qu'il va y avoir, une, suite de ces études aussi peut-être, parce que du coup, il y a aussi Ouais, cette question-là qui arrive sur les est-ce qu'il y a des choses qui ont été regardées sur, bah, il y avait le ouais, commerce ouais. équitable, les produits transformés? Bah, pas tout de suite, tout de suite. Peut-être dans quelques années. On a fait notre première étude sur le sujet en 2021, là, on l'a faite en 2024, donc on va prendre le temps de la partager, cette étude-là. On va produire un petit guide, on va produire un petit guide sur la consommation de viande, là, plutôt, sur lequel on a pu échanger déjà, avec plutôt orienté communication, hein, comment parler de moins de viande à son entourage, quoi. Non, il n'y a pas d'autres études spécifiquement sur l'agriculture et l'alimentation. Après, Parlons Climat fait régulièrement des études dans lesquelles on interroge les sujets d'agriculture et d'alimentation. On va en faire une sur les seniors, sur les dirigeants. On verra un peu comment. Oui, oui, on a un peu interrogé le poisson. Mmh. En tout cas, juste peut-être, je le dis rapidement tout à l'heure, mais sur la question de la restauration hors domicile, nous, c'est un sujet qu'on va commencer à creuser dans un nouveau projet Alta piloté par Teralim qui va bientôt commencer. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut aussi, quel levier on peut mobiliser sur les territoires pour aussi faire bouger les restaurateurs qui sont aussi des maillons en fait hyper importants des environnements alimentaires. Là, on l'évoquait, donc à la fois dans l'accessibilité, mais aussi dans tout l'imaginaire, enfin voilà, Mm. les normes liées à l'alimentation. Donc ça ne saurait tarder. Enfin voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la liste de diffusion Alta si ce n'est pas déjà fait pour poursuivre les avancées de ce projet. Alizé, peut-être on va terminer. Merci Ouais, beaucoup Damien pour ce temps Merci à d'échange. vous. Je pense qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Et merci à N'hésitez vous pas à pour m'écrire vos hein, si questions. besoin. ouais. Je repartage quand même rapidement, Ouais, peut-être les diapos comme ça vous voyez aussi que dans ce qu'on va vous envoyer, il y a tous les liens aussi vers, les ressources de Pardon Climat, les études, détaillées aussi et puis les liens vers la boîte à outils d'Alta. Je vous ai mis dans le chat, juste l'atelier, spécifiquement sur ce sujet de la restauration commerciale. Un premier qu'on a organisé pour défricher un peu le sujet et comme disait Louis, ça fera l'objet d'un projet plus approfondi. Donc, hésitez pas à vous inscrire aussi, vous avez le lien, pour vous inscrire au bulletin. Vous pouvez aller directement sur le site Alta pour retrouver tout ça. Et ben voilà, il me reste plus qu'à vous effectivement, c'était une très belle après-midi et merci beaucoup, d'avoir suivi cet atelier et pour toutes vos questions et on vous enverra, la présentation et l'enregistrement, d'ici, quelques jours, quelques semaines. Merci merci beaucoup à toutes et beaucoup. à tous. Merci Au beaucoup revoir. Damien pour ton partage. À Ouais, bientôt. merci à tous. Merci pour l'organisation. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée.